On est quand même très fiers de cette construction qui aide non seulement les praticiens, mais également la doctrine qui commente cette jurisprudence-là. Moi, c'est Aziber Dido Seyd El Gadi, je suis docteur en droit, je suis avocat inscrit au barreau du Tchad et je dirige notamment la revue L'Exbase Afrique-Ouada, qui est une revue d'actualité mensuelle sur l'Afrique. Alors, c'est aussi bien le droit africain général que le droit Ouada de façon spécifique. Et je suis enfin enseignant-chercheur contractuel actuellement à l'Université de Tours. Ma rencontre avec le droit Ouada, ça remonte à très longtemps. En fait, moi, j'ai eu la chance d'arriver à l'université en même temps que les premiers actes uniformes. Je suis d'origine tchadienne, mais j'ai fait mes études au Cameroun, notamment à Ngaoundéré. Et dès que je suis arrivé dans les années 90, il y avait déjà les premiers actes uniformes qui étaient mis en œuvre. Donc de tout temps, j'ai été baigné par ce droit parce que j'ai eu mes premiers cours de droit commercial en droit Ouada. J'ai également eu les procédures collectives en droit Ouada. Et donc c'est pour ça que je me suis intéressé à ce droit, d'ailleurs qui m'intéressait dans la mesure où, pour une fois, je me suis dit l'Afrique pouvait avoir un droit uniforme qui pouvait être exercé un peu partout dans les 17 pays. Ce qui pour moi était très intéressant. Ça m'a d'autant plus intéressé que finalement j'ai décidé de faire mon mémoire de DEA, parce qu'à l'époque l'ancien Master 2, sur les procédures collectives déjà. Donc c'était prévention des difficultés des entreprises en droit Ouada, donc ça c'était mon thème de DEA, et ensuite j'ai enchaîné avec la thèse de doctorat sur le même thème, mais sur un sujet un peu différent, et notamment les contrats et le droit Ouada des procédures collectives. Que j'ai été dirigé par le professeur Paul-Gérard Pougoué, qui est l'un des ténors du droit Ouada, et puis ensuite que j'ai achevé en France à l'Université de Toulouse. Je pense que, alors, un peu comme la majorité des auteurs et de la doctrine en général, et même des praticiens, le droit Ouada, c'est quelque chose d'exceptionnel, c'est quelque chose de merveilleux. C'est la première fois qu'on assiste à cette uniformisation du droit dans autant de pays. Je pense que l'Europe a essayé de le faire jusqu'à présent, ce n'est pas encore le cas. C'est assez compliqué, surtout qu'en Afrique, il y a également beaucoup d'ethnies, il y a beaucoup de diversité, de langues. Et donc réussir à unir 17 pays, mais qui ont en commun le droit français, le droit d'expression française, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important. Et d'ailleurs, c'est reconnu partout que c'est un droit assez novateur. Sur les pistes d'évolution, c'est là où je voulais en venir, c'est que je pense que le droit Ouada gagnerait à investir de nouveaux domaines. C'est vrai que là, pour l'instant, on n'a que 10 actes uniformes qui réglementent un peu le droit des affaires, mais il y a quand même des domaines qui manquent à cet édifice, et notamment le droit social. Je pense qu'il est assez important de légiférer sur ce droit-là. Également, les règles relatives au conflit de loi, là c'est en cours avec Maître Alain Fénéon, mais et pas seulement ça, le droit des contrats, par exemple, qui est un droit important, qui mériterait également d'avoir une uniformisation sur cet aspect-là. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'aspects du droit Ouada qui mériteraient d'être unifiés. Un autre élément qui me semble également important, c'est l'intégration de nouveaux pays. Parce que vous savez, peut-être autant que moi, que le dernier pays qui a intégré l'Ouada, c'est la RDC en 2012. Et jusqu'à présent, on n'a pas eu de nouveaux pays, on en est toujours à 17 pays. Ce serait quand même intéressant d'intégrer de nouveaux pays, et notamment même, pourquoi pas, les pays du Maghreb, notamment le Maroc, qui s'est intéressé à un moment, on ne sait plus finalement pourquoi le processus n'a pas abouti. Ce serait intéressant parce qu'on partage également le français en commun. On pourrait déjà commencer par intégrer les pays francophones déjà, et ensuite les pays, pourquoi pas anglophones, quitte à avoir toute l'Afrique. Ce serait vraiment l'idéal d'avoir toute l'Afrique. Et quand je dis l'Afrique, c'est aussi bien le Maghreb que l'Afrique subsaharienne. Ça, c'est une question intéressante également, parce que la doctrine, je pense qu'à la base, elle s'est très vite rendue compte de cette disparité législative dans les différents pays. Ce sont les chercheurs, les universitaires et même les avocats de l'époque, les magistrats, notamment Kebambaï, qui est à l'origine de cette construction de l'Ouada, se sont très vite rendus que cette disparité méritait qu'on puisse trouver un point commun
qui puisse réunir ces différentes législations nationales afin de pouvoir pratiquer le droit avec une certaine sécurité juridique. Vous savez que quand il y a une certaine diversité dans plusieurs pays, on ne sait plus quelle législation il faut chercher, quel texte trouver par rapport à l'investissement. J'ai fait de l'investissement en Afrique pendant un certain temps lorsque j'étais chez Francis Lefebvre. Et à chaque fois, il fallait rechercher le texte relatif à l'investissement dans tel ou tel pays. Et donc, c'était assez délicat de trouver des points communs. Donc, ça garantissait une véritable sécurité juridique que de penser un droit uniforme africain. Donc, la doctrine a beaucoup plaidé pour cette uniformisation. Et finalement, heureusement, elle a été suivie par le législateur. C'était assez périlleux, mais on est arrivé quand même à réaliser cette unification du droit. À mon avis, je pense que la doctrine a notamment influencé des praticiens dans l'expertise, c'est-à-dire dans l'explicitation des textes. Il y a des textes qui paraissent flous dans les différents actes uniformes. Et la doctrine, en général, elle a essayé de contribuer à éclaircir ces aspects ou alors à critiquer certains autres aspects. Alors, par exemple, notamment, alors je vais prendre un domaine qui me concerne, les procédures collectives. On avait un article, je crois que 107 de mémoire, qui disait en gros que dès l'ouverture d'une procédure collective, eh bien, les contrats intuitu personnés, c'est-à-dire conclus en considération de la personne, et certains contrats conclus définis par certains États parties devaient naturellement prendre fin à l'ouverture d'une procédure collective, ce qui était complètement étonnant parce qu'on se disait non seulement les contrats intuitu personnés pouvaient aussi être utiles que les contrats qui ne sont pas conclus intuitu personnés, c'est-à-dire en considération de la personne, mais également qu'est-ce qu'on entend par les contrats définis par la loi de chaque État partie. Donc ça veut dire en gros que chaque État pouvait mettre les contrats qu'il voulait préserver d'une procédure collective. Vous voyez, donc ça créait une sorte de désharmonie dans cette harmonisation qu'on recherchait. Et donc c'était quand même, ça a été très critiqué par la doctrine. Et finalement, heureusement, le législateur a tenu compte de ça. Et dans la réforme de 2015, cette disposition a été supprimée. Donc finalement, on a simplement dit que les contrats, aucune résiliation de contrat ne pouvait résulter de la simple ouverture de la procédure collective. Vous voyez, donc ça c'est quand même un point où la doctrine a quand même contribué de façon assez efficace à la réforme du droit WADA. Par ailleurs, on peut dire, ou alors en revanche, la doctrine n'a pas toujours influencé le droit WADA, et notamment on a beaucoup plaidé par exemple sur la procédure d'alerte des salariés dans le cadre des sociétés commerciales. Le droit WADA a prévu l'alerte par le commissaire aux comptes et par les associés, mais pas par les salariés. Ce qui nous paraissait assez étonnant parce qu'ils sont quand même partie prenante de l'entreprise. Ce serait bien qu'on leur accorde au moins cette procédure d'alerte qui permet d'attirer l'attention du dirigeant sur la mauvaise gestion de l'entreprise. Et à la limite, peut-être, les représentants de ces salariés-là, peut-être pas chaque salarié individuellement, mais les représentants, ils auraient pu avoir cette procédure d'alerte. On a quand même beaucoup plaidé pour ça et malheureusement, la réforme n'a pas suivi et finalement, cet aspect n'a pas été corrigé. Donc vous voyez, d'une part, on peut influencer et d'autre part, le législateur ne nous suit pas toujours parce qu'il y a 17 pays, parce qu'il y a beaucoup de sensibilité et donc du coup, c'est assez compliqué de pouvoir réformer et satisfaire les différents États. Alors, la jurisprudence WADA, moi je la pratique assez régulièrement dans ma revue parce que je passe en revue en général toute l'actualité jurisprudentielle diffusée par la CCJA sur le site wada.org. La jurisprudence sur le fond, elle est excellente, il n'y a rien à redire parce que c'est de grands professionnels et ils énoncent de vrais principes qui sont suivis après par les juridictions nationales. Donc je pense que le rôle de la CCJA est essentiel à ce niveau-là. Le seul bémol qu'on pouvait reprocher peut-être à la jurisprudence, c'est que elle est assez restreinte dans la mesure où il n'y a pas beaucoup d'affaires qui arrivent à la CCJA. Alors là, on l'a souvent dénoncé parce qu'elle se retrouve, son siège est à Abidjan, et donc un pays comme comme le Cameroun aurait peut-être du mal à se pourvoir devant la CCJA. Donc ça, c'est des aspects qu'on dénonce assez souvent et qui seraient peut-être mieux. Il y en a qui ont proposé
de créer des structures au sein des juridictions nationales pour approcher un peu le droit WADA des justiciables. Mais n'empêche que pour l'instant, en suivant la jurisprudence, la CCJA, on se rend compte qu'il y a une construction jurisprudentielle assez cohérente. Et on est quand même très fiers de cette construction qui aide non seulement les praticiens, mais également la doctrine qui commente cette jurisprudence-là. Alors il y a un élément qui est important de l'accessibilité parce qu'il faudrait qu'on les rende plus accessibles. Déjà, ils sont publiés peut-être sur le site de wada.org, mais de façon assez irrégulière. Là, par exemple, moi, je commente des arrêts qui datent du mois de mars, alors que du mars de l'année dernière, ou à la limite jusqu'à janvier de cette année. Vous voyez, il y a un gros décalage déjà de temps. Et ils ne sont pas mis en ligne assez rapidement. Et donc, du coup, on n'arrive pas à suivre de façon assez régulière l'évolution de la jurisprudence. Ce serait bien qu'elle soit plus accessible, si vous voulez. Pour l'Exbase Afrique WADA, c'est une revue que je dirige depuis un certain temps, que j'ai lancée en 2017. Donc en 2017, donc bien avant même la création de l'Exbase Afrique, qui est un comment on appelle, un site internet qui regroupe aussi bien la doctrine, la jurisprudence que les textes de loi. Donc moi je suis dans le côté doctrine, c'est-à-dire analyse doctrinale de la jurisprudence, des textes qui sont faits par des auteurs. Alors mes auteurs, je les trouve généralement et principalement en Afrique, ce sont des professeurs de droit, ce sont des avocats de certaines renommées, qui me commentent aussi bien de la jurisprudence qu'un texte de loi, alors aussi bien sur le droit WADA que sur le droit non uniformisé, c'est-à-dire droit pénal, droit de la famille, droit social. Donc je reçois alors tous les mois, je reçois beaucoup d'articles de différents pays d'Afrique, des 17 pays d'Afrique. Et alors je me suis aussi fait un honneur à intégrer tous les autres pays qui ne sont pas forcément dans le WADA, c'est-à-dire genre le Rwanda, le Burundi, qui ne sont pas encore intégrés dans le WADA, mais c'est toujours l'Afrique. Donc la revue étant l'Exbase Afrique. Donc je publie également les pays du Maghreb, le Maroc notamment. J'ai beaucoup d'auteurs qui écrivent du Maroc, de la Tunisie, de l'Algérie. Donc c'est quand même, j'essaye à travers ma revue de fédérer toute l'Afrique, de faire un bloc sur le droit africain, en espérant bien sûr que d'une part le droit WADA après intègre ces différents domaines et ces différents pays également, et ça fera vraiment un sujet, une revue assez intéressante. La revue elle est publiée tous les mois. Donc, elle fait un peu le tour d'actualité de tout ce qui sort dans le droit WADA et dans le droit africain. Vous avez également une revue doctrinale, toutes les publications, c'est-à-dire des ouvrages qui sont faits soit chez l'Harmattan ou chez LGDJ, ça dépend des différents éditeurs qui publient sur le droit africain. Donc elle est vraiment complète. Si vous avez besoin d'une actualité sur le droit africain de façon générale, ben vous avez toute l'info dans cette revue-là qui sort régulièrement donc depuis 2017. Ça fait déjà bientôt 6 ans.